Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Désolé pour l'écho que vous entendez, je suis dans une salle de réunion dans le palais des congrès à Istanbul et du coup c'est ce qui cause cet écho, c'est très grand, j'ai pas trouvé de petit box. Et demain, ça devrait être mieux. Et aujourd'hui, plein d'actualités différentes autour des crypto-monnaies. Il y a un risque de piratage massif sur les wallets crypto qui datent d'avant 2016. Je vais aussi vous parler de solutions de niveau 2 lancées par des exchanges, de déclarations de Vitalik qui impactent un token, d'Uniswap et de plein d'autres choses. Donc tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Tout de suite, le cours des crypto-monnaies BTC, moins 0,78%, Ether, moins 1,5%, Solana poursuit sa hausse, 62 $, plus 12%. C'est assez incroyable, Solana, ce qu'ils ont fait. On avait atteint un plus bas de 10 $. Là, on franchit les 62. Jusqu'où peut aller Solana? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et du coup, je voulais commencer directement par le risque de piratage assez incroyable. Regardez, l'article, c'est sur le Washington Post, ça vient de sortir. Et en fait, le risque, il est surtout si vous avez créé un wallet Bitcoin avant 2016. Potentiellement, d'autres cryptos sont impactés par ce wallet et tous ceux qui ressemblent un peu au code de Bitcoin, en fait, c'est tous ceux qui utilisent la librairie BitcoinJS. Et d'avant 2016, il y avait notamment le site blockchain.info qui était utilisé pour générer des wallets qui est impacté. Vous avez dû recevoir un mail si vous êtes concerné. Il y a aussi des wallets Dogecoin qui utilisaient cette librairie. Il y a des wallets Litecoin qui utilisaient cette librairie. Vraiment, faut être vigilant. Si vous avez vraiment une adresse qui date d'avant 2016, par précaution, n'hésitez pas à la changer. Parce que on sait jamais, peut-être que la librairie était utilisée sur le wallet en question. Et il y a un article assez incroyable du Wall Street Journal qui revient sur cette affaire. Tout a commencé avec Nick Sullivan, c'est la personne que vous voyez ici, qui avait 600 000 $ bloqués sur un wallet crypto qu'il avait créé avec blockchain.info. Il allait voir une société de sécurité qui s'appelle Unciphered pour leur demander leur aide. La société n'a pas réussi à récupérer son argent, mais ils ont trouvé une faille de sécurité. Ils ont trouvé cette faille de sécurité sur les anciennes librairies BitcoinJS, utilisées par blockchain.info et par d'autres sites. Et du coup, ils ont dit, comment on va faire maintenant pour notifier tout le monde, pour que les gens puissent corriger et récupérer leur argent avant que des pirates fassent ça. Du coup, ils ont essayé de contacter les divers sites qui utilisaient cette librairie. Blockchain.info a contacté ses utilisateurs, mais il y a certains sites qu'ils n'ont pas pu contacter parce qu'ils n'existaient pas. Donc vraiment, soyez vraiment très vigilants si vous avez utilisé par exemple des sites sur internet pour générer des paper wallets il y a très longtemps, en 2013, 2014, 2012. C'est des choses qui étaient assez courantes à l'époque. Et là, il y a clairement un risque de se faire avoir, de se faire pirater, sachant qu'il y a encore beaucoup d'argent qui sont à risque. Il y a beaucoup d'argent à risque. On parle quand même de 500 millions de $ qui est toujours à risque sur cette faille. Et la société n'a pas d'autre choix maintenant de communiquer publiquement sur le sujet pour que les gens prennent conscience et s'ils ont de l'argent sur ce type de wallet, qu'ils le retirent avant qu'un pirate ne trouve cette faille. Sachant que c'est facile a priori de trouver la faille une fois qu'on sait à peu près les grandes lignes. On n'a pas les détails, mais c'est un manque d'aléas dans la génération du mot de passe, dans la génération de la clé privée. C'est un manque de randomness, c'est un manque d'entropie. C'est du coup, on connaît la librairie, on connaît la vulnérabilité. Il a fallu que quelques jours à des experts de Trail of Bits pour retrouver la vulnérabilité en question. Donc là, c'est sûr que des attaquants vont trouver cette faille et vont aller l'exploiter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est quelque chose qui devrait arriver malheureusement. Donc vraiment, soyez vigilants, mais ne cédez pas à la panique. Ne faites pas n'importe quoi en générant des wallets n'importe comment, en allant sur Google et en tapant un site et aller sur un faux site de blockchain.info. Enfin, soyez très vigilants. Il faut pas céder à la panique sur ce type de choses. Respectez les procédures habituelles. Si vous avez un ledger ou si vous avez peu importe, respectez les choses que vous faites habituellement et ne paniquez pas. Mais si vous avez créé quelque chose, un wallet crypto avant 2016, il est quand même mieux de le réinitialiser. Si vous voulez savoir si vous êtes vulnérable à la vulnérabilité, il y a un site qui s'appelle keybleed.com. Vous pouvez fournir les informations à ce site qui a été créé d'ailleurs par Unciphered, ceux qui ont trouvé la faille. Et du coup, attention, ne rentrez surtout pas votre clé privée, mais rentrez votre clé publique, votre adresse mail, nom, etc. et vous leur envoyez. Il n'y a pas de risque si vous envoyez que la clé publique. Après, bien sûr, si vous rentrez votre nom, ils auront votre nom, vous pouvez rentrer autre chose, mais il y a besoin de rentrer votre mail pour qu'ils puissent vous notifier. Ils font un check avec leur base de données interne et vérifient si vous êtes présent dans la base des adresses qui sont vulnérables.
Moi, honnêtement, la meilleure chose ça aurait été qu'un white hat ou qu'un quelqu'un essaye de récupérer l'argent qui reste et ensuite le redistribue d'une manière ou d'une autre. Mais là, ça risque d'être un peu compliqué parce que je pense qu'il va y avoir un black hat, un méchant hacker, on va dire, qui va venir et qui va prendre tout l'argent, mais ils ont pas fait ça, Uncypher, pour des raisons légales. Ils ont vu avec leur avocat et c'était trop risqué de prendre ces risques. D'ailleurs, blockchain.info, ils viennent de lever 110 millions de dollars à une valorisation plus de 50% inférieure aux 14 milliards de valorisation à laquelle ils étaient au cours de leur dernier round. Donc ça veut dire en fait qu'ils sont valorisés beaucoup moins par le marché, ce qui est logique, hein. En bear market, on n'a pas la même valorisation qu'en bull market, les perspectives de croissance sont moins élevées. Et voilà. Moi, blockchain.info, j'aimais bien ce site, honnêtement. C'était un site où les clés privées étaient manipulées par les utilisateurs. Ensuite, tout était chiffré par un mot de passe. Le mot de passe, vous étiez le seul à le connaître. Si vous le perdiez, bah, tant pis pour vous. Et eux, ils stockaient une copie du wallet qui était chiffré chez eux. C'était un peu intermédiaire entre le fait de garder tout ça sur un wallet sur votre ordinateur et de garder l'argent sur un exchange. C'était entre les deux, mais petit à petit, ils sont éloignés un peu de ce modèle en allant plus vers un exchange classique tout en gardant une petite option sur le site de stocker ses clés soi-même. Ensuite, autre information, on a l'exchange OKX qui lance une solution de L2 sur Ethereum à l'aide du Polygon CDK. Donc c'est encore un L2, encore une solution de niveau 2, encore une, on n'a pas les détails techniques, mais ce sera une ZK EVM, c'est sûrement un Validium. En tout cas, ça montre qu'il y a de plus en plus d'exchanges qui lancent leur solution de niveau 2. On a vu Base, on a vu Kraken qui est en train d'étudier le sujet. Maintenant, on voit OKX. Et voilà, ça montre qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt sur ce type de solution et du coup, bah, ça reste bien pour la demande aussi de l'Ether parce que toutes ces solutions au final interagissent avec le réseau Ethereum, utilisent, enfin notamment lors des dépôts, lors des retraits, il y a une demande qui est créée sur l'Ether grâce à ça, même si il y a aussi un moindre usage du réseau Ethereum qui se fait petit à petit suite à l'usage de ces solutions parce qu'en fait, au lieu d'envoyer 100 transactions sur le réseau Ethereum, on envoie 100 transactions sur le réseau, par exemple là, le L2 d'OKX et ça fait au final moins de transactions. Mais l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de transactions et que cette perte, on va dire, d'usage soit compensée par l'utilisation massive qui viendrait grâce à ces solutions de niveau 2. L'avenir nous dira si c'est vrai ou non. Ensuite, on a Vitalik qui a publié un article sur un sujet assez technique, sur Plasma. Plasma, c'est un peu l'ancêtre des solutions de niveau 2, des roll-up. Il y a très longtemps, Ethereum pensait à la technologie Plasma pour avoir un plus grand nombre de transactions sur le réseau Ethereum. Finalement, ils ont laissé tomber cette solution au profit des roll-up, mais là, il a dit qu'il faudrait réétudier Plasma parce que ça peut apporter certains avantages au roll-up, plutôt au Validium, qui est une type de solution de Layer 2 qui est utilisée actuellement et d'ailleurs beaucoup par l'écosystème Polygon CDK où les données en fait finales sont pas stockées sur le réseau Ethereum mais sur une autre blockchain et généralement la blockchain de Polygon. Validium, Vitalik pense que ça pourrait avoir un intérêt pour ce type de projet et l'un des premiers projets qui utilisait Plasma, la technologie évoquée ici par Vitalik, c'était OMG, OmiceGo, un très très ancien projet qui avait fait une ICO à l'époque. Il y a eu une légère augmentation du cours suite à cet article, mais depuis voilà, ça a quand même baissé. Ensuite, on a Binance qui investit sur Arkham, le token ARKM, vous savez, le token de la plateforme Arkham qui permet en fait de désanonymiser la blockchain. Vous pouvez par exemple dire sur Arkham, je donne 5000 $ à la personne qui me donne le wallet de Elon Musk, ou je donne X centaines de dollars à la personne qui me dit à qui appartient ce wallet crypto, et il y a des gens qui vont essayer de trouver ça, et s'ils gagnent, ils ont la récompense. Ça a été déjà, c'est pas le premier partenariat qu'ils avaient fait avec Arkham, je crois que le Launchpad, c'était fait sur Binance, et la Binance Lab, la branche investissement de Binance, investit sur Arkham, et légère hausse aujourd'hui pour le token Arkham. Et pour finir, je voulais vous parler d'Uniswap qui lance enfin le wallet Uniswap sur Android. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement sur iOS. Maintenant, je vais pouvoir tester enfin ce wallet, voir si ça a un intérêt ou non. Personnellement, j'utilise pas vraiment de wallet sur le mobile, mais voilà, faudrait que je teste. Mais je trouve que c'est quand même plus sécurisé de pas avoir un wallet sur le mobile, parce qu'il y a moins de chances d'être tenté de faire n'importe quoi, n'importe quand, d'être victime de phishing, etc.
être concentré sur les cryptos, sur un ordinateur donné, pour moi, ça m'aide en tout cas à pas tomber dans des pièges. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.